Salut Yann, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, nickel, nickel. Merci beaucoup d'être présent sur le podcast. Bah écoute, je propose pour démarrer, tu te présentes un petit peu. Bon, je pense que les gens qui suivent les finances doivent te connaître déjà pas mal, parce que Ouais, tu fais partie bah, du paysage youtubeur français je suis les d plus connus. je suis dans le coin. Ouais, je T'es dans le je coin. déteste l'exercice de la présentation, mais je te la fais rapide. Moi, je viens de l'immobilier au départ, donc en Mm. effet, c'est ce qui m'a porté, c'est ce qui m'a drivé au début. Mais très vite, je me suis mis à regarder d'autres classes d'actifs parce que finalement, pourquoi je suis arrivé à l'immobilier au début, c'est juste parce que je voulais faire de l'argent, hein, très clairement. Je voulais Aller faire plus vite. un patrimoine, aller plus vite, créer un revenu complémentaire. À l'époque, salarié, donc je voulais quitter le salariat, me faire de l'entrepreneuriat. Et puis j'ai un petit peu tout fait en même temps mélangé. C'est-à-dire que l'immobilier était un petit peu mon socle, mais très vite en même temps, j'ai entrepris en parallèle des trucs qui ont marché, des trucs qui n'ont pas marché. J'ai scalé l'immobilier, j'ai entrepris au sein de l'immobilier. Je suis passé par une agence immobilière, je me suis mis à faire du marchand de biens. Et très vite, après, j'ai scalé également d'autres activités, d'autres investissements, et notamment avec l'argent qui finit par rentrer au bout d'un moment, à force de mettre en place des choses, et notamment via le marchand de biens. Je me suis diversifié dans toutes les autres classes d'actifs, et principalement investissement marché financier, donc bourse au sens large, court terme, long terme, un peu de crypto comme tout le monde, j'imagine, et également private equity. Voilà à quoi ça ressemble, mon parcours. Et au fur et à mesure des choses, Green Bull est arrivé, donc on a monté Green Bull Group avec 5 autres associés, et on est focus sur la même chose, hein, globalement, tout ce qui est investissement, avec pareil un socle immobilier, mais énormément de private equity, de marché financier. On a une partie formation qui est peut-être celle que les gens connaissent le plus, mais qui pour nous représente à peu près une dizaine de pourcents de nos chiffres d'affaires, suivant les années. Cette année, je pense qu'on va finir entre 10 et 12-13% de notre chiffre d'affaires vient de la formation. Donc formation immobilière, marché financier, etc. Mais également beaucoup d'activités d'investissement, puisqu'on investit à compte propre. On investit également pour des clients et on structure des investissements. On fait du private equity, on investit également avec des institutionnels et pour des institutionnels. Et voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. On fait également un peu de R&D dans le... Pardon, je mélange anglais-français, je suis désolé. R&D. J'habite à Dubaï, on en parlera peut-être après. On fait un peu de R&D pareil, sur des softwares de finance, trading, crypto, etc., etc. Voilà, on fait pas mal d'activités. Ok, ouais, bien complet. Ouais, Ouais, bon, bah, tu vois, t'as été bon. En 2 minutes. En 2 minutes, t'as fait ta ouais, presse. ouais, C'est j'essaye pas de mal. pas être chiant, quoi. C'est toujours ça, les présentations. Ah, sinon, je t'aurais coupé, hein. Bon, du coup, Yann, aujourd'hui, le but, c'est qu'on parle immobilier avec toi et qu'on parle un petit peu de la situation immobilière actuelle avec la remontée des taux, qu'on parle un peu de ce qui se passe en France et bah, qu'on parle aussi de ce qu'on peut faire à l'étranger. Parce que investir en France, voilà, moi, j'ai abordé très souvent le sujet dans le podcast et le sujet de l'étranger, je ne l'ai pas trop abordé. Donc, enfin, l'idée, c'est qu'on axe le sujet aujourd'hui là-dessus, mais avant qu'on parle de l'investissement à l'étranger, j'aurais bien aimé que tu nous donnes un petit peu ton ressenti, tu vois, sur l'état du marché IMO actuel en France, avec bah, voilà, la remontée des taux qu'on connaît depuis 1 an. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu as pu constater? Comment tu le sens et comment tu le vois? Alors, première chose peut-être qui est pour moi la plus évidente, ou en tout cas ce qui revient le plus à mes oreilles en ce moment, c'est la remontée des taux, en effet, et tout le monde parle de la remontée des taux, et il y a deux choses qui transpirent des gens à qui je parle. Peut-être plus mass market, plutôt la masse, plutôt les gens qui soit se sont pas encore lancés ou sont en cours de lancement, c'est oh là là, mon Dieu, les taux remontent, c'est terrible, on peut plus rien faire. Mais quand je regarde la courbe longue des taux, là aujourd'hui, on va dire, ça va dépendre de quand les gens vont écouter ce podcast, mais sur du 20 ans, on va être aux alentours de 3%, on va dire, grande louche. On trouve les très bons dossiers, trouvent encore du 2,20, 2,30, 2,40. 2,83 va commencer à être de plus en plus la norme, et sur 25 ans, on est encore un petit peu au-dessus. C'est des taux, enfin, je veux dire, si on regarde l'historique, moi j'ai commencé l'immobilier il y a 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans. Quand j'ai commencé, les taux étaient à 4, 4,5. 5. En marchand, on était à 5,5, 6. Et on arrivait à faire de l'immobilier. Il y a encore quelques années, en 2017, on était à 1,5. Mais quand on regarde 2016, 2015, 2014, on était à 2,5, 3, etc. Donc, des taux hauts, je mets des gros guillemets, on les a connus. Mais aujourd'hui, on ne sait pas des taux hauts. Si en 2000, on était C'est des à taux normaux, en 6%. fait. C'est des taux normaux, tu vois. C'est juste la rémunération normale de l'argent. Donc, la partie, on ne peut plus rien faire parce que les taux se sont renormalisés, bon, j'y crois pas.
Après, en effet, les gens, peut-être aussi la masse, mais en face de la montée des taux, de la dynamique vraiment de montée des taux, une baisse mécanique forcée de l'immobilier. C'est vrai et faux. C'est-à-dire que les taux ont bien sûr un impact sur l'immobilier, mais ils n'ont pas un impact mécanique. C'est pas parce que les taux montent que l'immobilier descend d'un seul coup. Ils ont un impact sur la demande. Donc en effet, il y a peut-être moins de gens qui vont arbitrer, qui vont se dire ok, je vais vendre ma résidence principale pour en acheter une autre, et donc ça concourt à la demande. Il y a peut-être moins de gens qui vont se lancer parce que les médias grand public disent ok, bah oui, c'est compliqué, oulala, et donc ça fait baisser un peu le sentiment. Mais c'est ça que ça, l'effet de la montée des taux. C'est un impact peut-être presque psychologique sur la demande. Et ça, du coup, étant donné que c'est pas mécanique, bah, les baisses de prix, on les voit, certes, on commence à les voir dans certaines régions, certains départements, certaines villes, mais pas partout du tout, et très disparates. Tu vois, ça a commencé à baisser à Paris, à Lyon, les prix montent toujours à Nice, les prix montent toujours dans certains quartiers de Paris, alors que dans d'autres, ils baissent. Il y a des villes qui sont stables, il y a des villes qui prennent beaucoup plus cher. Je pensais à Saint-Étienne, qui est en train de prendre des baisses de prix relativement significatives dans certains quartiers. Mais pourtant, tu vois, Saint-Étienne, ça a été pendant des années un petit peu la ville magique où on me disait va faire du locatif à Saint-Étienne, il y a des super rentabilités. Et du coup, je me suis amusé, parce que vu que c'est le thème du moment, les prix, etc., je me suis amusé depuis plusieurs semaines à regarder les historiques de certaines villes. Et je parle de Saint-Étienne parce que je l'ai bien en tête, l'exemple. À Saint-Étienne, les prix ont baissé entre 2010 et 2016-2017. C'était en baisse. Et pourtant, tout le monde disait Saint-Étienne, c'est génial pour faire du locatif, etc. Donc en fait, si je dois résumer tout ça, je pense qu'il y a un très gros impact psychologique actuellement de peut-être une crise, peut-être une récession. Les taux vont monter, mais jusqu'où? Il y a de l'inflation aussi dans le mix. Et surtout, on retrouve une normalisation des taux alors qu'on avait connu des taux bas pendant très longtemps ou des taux descendants pendant très longtemps. Et donc tout ça, on est dans un espèce de shaker et je trouve qu'il y a beaucoup moins d'impact réel sur le terrain que l'idée qu'on s'en fait. Voilà, très clairement. Et je vais terminer la vision sur le fait que je pense que dans n'importe quelle situation, que les prix montent, descendent, qu'ils accélèrent leur baisse ou que ça s'arrête et que ça reparte, il y a toujours des affaires à faire. Et c'est toujours la même chose dans l'immobilier. On parle de bien acheter, tout simplement. Ça se passe beaucoup à l'achat et de bien gérer. Et théoriquement, si on achète correctement sous le marché, etc., et qu'on gère correctement, ça se passe relativement bien. Et quand bien même il y aurait des baisses et qu'on doit vendre au pire moment, bah, je veux dire, si j'ai réussi à acheter parce que j'ai bien négocié, parce que j'ai trouvé un vendeur négociable, parce que j'ai fait des travaux, j'ai amélioré le bien, si j'ai acheté, je ne sais pas, 10% en dessous des prix du marché, bah, même si les prix baissent de 10%, j'ai retrouvé mon prix d'achat. Alors oui, il faut prendre en compte les frais, etc., etc., mais toujours est-il que mécaniquement, ça revient à ça. Ça revient à dire qu'il faut faire des bonnes affaires. Et on revient toujours au même. Un investisseur qui, pour moi, est bon, c'est quelqu'un qui sait faire des bonnes affaires. C'est pas quelqu'un qui sait investir son argent. Parce que je vais te dire, pour investir son argent en 3 secondes, voilà, tu choisis des supports immobiliers, assurance vie, un ETF en bourse. Mais ça, c'est pas des bons investissements. C'est investir son argent. Mais faire de bons investissements, c'est ça qui fait toute la différence. Parce que ça vient te sécuriser la baisse potentielle. Et on en revient toujours au même. Donc je pense qu'il faut être peut-être plus exigeant sur la qualité de ses investissements en ce moment, mais pas du tout prendre ses jambes à son cou, mon Dieu, on va tous mourir. Voilà comment je vois les choses. Yes, mais ce que tu dis, c'est que malgré cette remontée des taux, enfin ça reste rentable de faire de l'immobilier, tu vois? Malgré le fait que l'argent coûte plus cher, en faisant les choses bien, en achetant bien, en gérant Oui, bien, en faisant les bonnes choses, en valorisant le bien, les travaux, tout ça, on reste malgré des taux à 3, enfin ça reste, intéressant de faire de l'immo. mais et ça, oui, enfin, je veux dire, c'est pour moi, la question se pose même pas. Je veux dire, même dans les années Mais il y en a plein qui me le disent, qui me 70-80, il y en a ouais, je tellement sais, qui me le disent, mais tu vois? ouais, je sais, mais souvent, c'est des gens qui n'ont pas trop de connaissances du marché. C'est normal, tout le monde ne peut pas être spécialiste partout. Mais pour moi, c'est même le contraire. C'est-à-dire que quand il y a des crises, quand il y a des problèmes, c'est aussi là que les plus grandes fortunes se font. Parce que c'est là qu'il va y avoir un turnover plus agressif sur les biens. J'entends Mmh. que, mets-toi à la place de n'importe qui, en ce moment, ça peut être compliqué dans certaines branches professionnelles, etc. Il y a des gens qui ont besoin de vendre tout le temps. Je veux dire, c'est pas parce que les prix, même demain, les prix crachent de 20%, il y aura quand même des gens qui auront besoin de vendre parce que bah, ils n'auront pas Ouais, le ils ont besoin choix. de liquidité, un autre Besoin de projet, liquidité, c'est comme ça, réallouer de l'argent autre part, déménager, y a 1000 raisons. Et donc ces gens qui ont besoin de vendre, alors c'est un petit peu triste, hein, mais c'est comme ça, hein, c'est la loi de l'offre et de la demande. Bah, mmh. quand ils ont besoin de vendre et que tu es là au bon moment, au bon endroit, tu peux acheter des biens décotés, tout simplement. Et c'est ce qu'on cherche à faire quand les prix montent ou quand les prix baissent. D'ailleurs, on cherche à acheter des biens décotés ou des biens peut-être compliqués pour la personne qui le vend ou qui n'a pas compris, qui n'a pas la vision, qui n'a pas le savoir-faire.
Donc, moi, j'aime bien les crises, j'aime bien quand ça baisse, j'aime bien quand ça se pète la gueule. On avait fait avec Green Bull de très bonnes opérations en bourse l'année du Covid, parce que tout se pète la gueule, ça flash crash pendant 3 semaines, mais au bout d'un moment, les boîtes n'étaient pas en train de faire faillite. C'est juste que le marché anticipait que tout allait fermer, donc forcément, baisse de la demande, etc., ça allait peser sur les résultats. Mais en réalité, on est relativement vite sorti de la crise et il y avait de très bonnes affaires à aller chercher en bas. Et l'immobilier, c'est beaucoup plus lent, ça va pas bouger aussi vite, mais il y a aussi des bonnes affaires à aller chercher en bas si on va en bas. Donc j'ai vraiment pas du tout peur de la baisse des prix. Et oui, bien sûr qu'on peut trouver de la rentabilité, et on le fait encore tous les jours. D'ailleurs, petite anecdote, on vient de racheter une foncière, donc c'est que des biens commerciaux qui sont tous en France. Mhm. Et on l'a acheté à la casse. On l'a acheté à la casse, pourquoi? Parce qu'elle s'est mangé le Covid dans la tronche. Donc oui, en effet, il y a eu des impacts sur les cash flows assez importants parce que c'était que des biens commerciaux. Donc forcément, on connaît tous l'historique de ce qui s'est passé pour le commercial en France pendant le Covid. Donc le mec, enfin les actionnaires principaux à la tête du truc, bah, ils ont commencé à galérer, ils ont mis en vente. Mais bon, t'achètes pas une foncière. Là, on parle d'un gros truc. Il y a plusieurs centaines de biens. On parle d'une valorisation brute de plus de 300 millions. Bon, il y a un peu de crédit en face, mais voilà, c'est un gros truc. Et donc, il n'y a pas 50 000 acheteurs. Donc, ça met du temps à se vendre. En plus, il faut restructurer, il faut parler à tout le monde. Il y a plusieurs actionnaires, bref, du pur private equity. Mais on a pu acheter vraiment à la casse et faire une très bonne affaire. Donc, c'est pas du tout impossible. Et je suis très content quand je vois qu'il y a des soucis. Ça demande du temps, ça demande de la mise en place, mais ça se fait très bien, en tout cas. Yes. Écoute, merci pour cette petite analyse du marché actuel français. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu du marché à l'étranger, tu vois. Toi qui est à Dubaï et qui d'ailleurs connaît aussi très bien le marché immobilier à Dubaï. Avant peut-être de focus sur Dubaï, pour quelles raisons ça peut être intéressant pour un investisseur français, qu'il soit immobilier ou investisseur en général, d'aller chercher de l'investissement à l'étranger? Trois raisons principales. La première, ça va être d'aller chercher des rentas plus agressives, parce qu'il y a des économies qui sont tout simplement plus en retard que d'autres. Il y a des pays qui sont en développement et des pays qui sont déjà développés. Donc il y a des économies où tout simplement ça va plus vite, il y a plus de traction. Mhm. Donc si forcément il y a plus de traction, le PIB augmente plus vite, la population augmente plus vite, bah, les prix de l'immobilier augmentent aussi plus vite. C'est pas corrélé immédiatement, mais il y a des économies qui sont clairement plus dynamiques. Ensuite, il y a la diversification géographique. Il y a certaines personnes qui veulent se diversifier, pas avoir tous leurs œufs dans le même panier, qui croient pas forcément à l'immobilier en France ou à la France tout court, ou qui ont peut-être trop de risques trop concentrés en France, qui ont un patrimoine déjà important, qui veulent se diversifier. Et il y a la diversification aussi en monnaie. C'est-à-dire que quand tu investis à Mhm. l'étranger, tu investis dans la dénomination de la monnaie à l'étranger, qui est souvent, bien souvent pas l'euro si tu sors d'Europe ou des pays de la zone euro. Et donc, du coup, bah, tu te diversifies également en monnaie et tu peux t'exposer à d'autres monnaies. Donc, tout ça un petit peu mixé fait qu'il y a toujours eu de l'attraction sur l'investissement étranger. Mais on va dire que la raison principale des investisseurs, c'est souvent d'aller chercher du rendement, parce que ça peut être plus simple. Par contre, le pendant un petit peu de ça, parce qu'il y a toujours deux faces à une pièce, hein, le rendement, mais il y a aussi le risque, c'est que forcément, bah, les règles sont pas les mêmes. Donc c'est tout simplement plus risqué tant que tu ne maîtrises pas les choses. Il faut repasser par une phase d'apprentissage, de recherche qui est assez importante, de formation, d'auto-formation ou de formation tout court, de coaching, blablabla. Et donc forcément, bah, si tu négliges un peu ce côté-là, tu arrives au petit bonheur à la chance, la fiscalité n'est pas la même, la loi n'est pas la même, les délais sont pas les mêmes, et tu peux pas mal te faire avoir aussi. Donc c'est relativement intéressant, et nous on le fait, on est les premiers à le faire, mais attention, à pas arriver fleur au fusil, prendre le premier prestataire ou juste un aller-retour dans le pays et se dire ok j'achète, tiens je prends ça Ouais, c'est bon. et voilà c'est bon j'y vais quoi. Et selon toi, tu vois, pourquoi le Moyen-Orient et notamment les pays du Golfe ont un potentiel? Et notamment, alors je pense à Dubaï, tu vois, intrinsèquement, mais pourquoi selon toi, tu vois, tu sens il y a un gros potentiel là-bas? Bah, Dubaï et les UAE, moi c'est ce que je connais le mieux peut-être ici dans le coin et puis un petit peu l'Arabie Saoudite. Je pense que le Golfe est vraiment la partie UAE Dubaï. Pour moi c'est la région qui actuellement a le plus de traction dans le monde, aussi simple que ça. Pour y habiter maintenant depuis 5 ans, pas mal voyager et m'intéresser pas mal à ce qui se passe, c'est peut-être, ouais, c'est sur le podium, en tout cas, je sais pas si c'est la première, mais pour moi, c'est vraiment le top 3 des régions qui ont le plus de traction. Vraiment, ça bouge.
Ici, on cherche à attirer les gens. Le pays est géré comme une entreprise, vraiment. Et le but du jeu Mhm. ici, c'est de faire grossir le pays, tu vois. La France, c'est pas ça. La France, c'est géré, et même j'ai envie de dire, les vieilles économies, entre guillemets, l'Europe, etc., c'est géré vraiment comme on a connu depuis qu'on est jeune, quoi, comme un pays avec le côté social, les impôts, on fait tourner le pays, etc., etc. Ah, l'immigration, non, nous on n'aime pas trop l'immigration, restez chez vous, etc. Ici, c'est complètement l'inverse. Il y a moins de 10% de locaux, c'est une entreprise, le pays il est ouvert, c'est venez, allez-y, les entrepreneurs, les investisseurs, venez, Créer, apporter de la et valeur. voilà. Mhm. Exactement. Et on cherche à faire grossir l'économie, c'est complètement assumé, et c'est géré vraiment comme ça. Et donc on met en place des lois, des textes, des règles pour que ça se passe bien au niveau entrepreneuriat, investissement. Et vraiment, tu le sens au quotidien. Et donc, je pense que euh, ça, additionné au fait que tout le Moyen-Orient avait et a encore aujourd'hui une image un petit peu vieille, dépassée, tu sais, très renfermée, très un petit peu extrême parfois, avec et notamment c'est toujours le cas de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, un système de loi qui est encore vraiment basé beaucoup sur la religion, etc. Donc quand on est européen ou même n'importe où et qu'on vient pas d'ici, on a l'impression que c'est dangereux, c'est fermé, c'est bizarre, c'est pas très stable, peut y avoir des guerres. Ça, c'est en train de s'arrêter. C'est encore le cas dans plein de pays du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient Mhm. est très disparate. C'est encore le cas dans beaucoup d'endroits. Dans d'autres endroits, c'est en train de pivoter. Et à Dubaï, c'est pas du tout le cas. C'est complètement l'inverse. C'est Las Vegas, le bordel. Donc, donc si tu veux, je crois vraiment qu'à horizon moyen long terme ici, 5 Mhm. ans, 10 ans, 20 ans et plus, ça va être la région du monde qui va tirer le plus. C'est pas encore le cas pour la totalité du Moyen-Orient. Par contre, pour les UAE et Dubaï, c'est vraiment le cas. Déjà aujourd'hui, l'économie est folle. Il y a des flux migratoires positifs absolument dingues, des flux migratoires de qualité également, enfin, de qualité en tout cas sur la base du pouvoir d'achat des gens qui arrivent. C'est-à-dire que les gens qui viennent ici, ils sont soit déjà riches, soit entrepreneurs, investisseurs avec la volonté d'être énervés et de passer à l'action. Donc ça crée un climat très favorable. Voilà ce que je peux dire sur le climat et le marché. Le pays ici est jeune, l'économie est jeune, donc le marché est très dynamique. Les prix bougent beaucoup plus vite qu'en France. On voit l'an dernier, alors sur les secteurs qui nous intéressent nous, on a plus que doublé les prix. Et je crois que la moyenne Dubaï sur la totalité de la ville, on doit être à plus 40%, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que il faut comprendre, si tu veux, la macro globale du pays. Le truc a 50 ans, c'est-à-dire qu'il y a 51 maintenant. C'est-à-dire qu'il y a 60 ans, il n'y avait pas de pays. C'était encore des tribus, Touaregs, etc. Et le pays n'était pas structuré. Il y a une cinquantaine d'années, ils ont structuré les Émirats Arabes Unis, comme on a structuré les États-Unis à l'époque, avec bien sûr des règles qui sont pas les mêmes, mais l'idée c'est la même chose, c'est qu'il y a plusieurs États, entre guillemets, plusieurs Émirats pour le coup, avec des capitales à chaque fois, etc. Et ils ont structuré comme ça. Ils avaient bien sûr le pétrole. Il y a un historique de pétrole assez fort ici qui leur a permis d'avoir les fonds de départ nécessaires. Sauf que le mec à l'époque qui gérait tout ça, parenthèse, c'est une monarchie constitutionnelle ici, donc c'est famille royale, etc., mais constitutionnelle, donc il y a quand même des votes de loi, etc. Mais c'est une famille en place qui gère sur plusieurs générations, vraiment monarchie, comme on a pu connaître en France à l'époque. Euh, Très vite, quand ils ont structuré le pays, ils ont été smart et ils se sont rendus compte que le pétrole, le gaz, c'est bien, c'est génial, mais ça durerait pas longtemps. Ils savaient Ouais, déjà il que les fallait stocks, anticiper. il fallait anticiper. Donc très vite, Mhm. ils ont anticipé, ils ont dit, OK, on a quoi? On a le tourisme, mais aujourd'hui, on a un désert, c'est compliqué, et on a le business, très clairement. Donc ils ont dit, bon, on va faire les deux. Et c'est pour ça que Dubaï et Abu Dhabi, notamment, qui sont les deux plus grandes villes, mais également d'autres, se sont mis en quête de mettre des hôtels, mettre des autoroutes, mettre des parcs d'attractions, etc., mettre des malls, des monuments absolument dingues, avec le mindset un peu à l'américaine, justement. Ils sont beaucoup inspirés des États-Unis sur plein de trucs, d'être toujours les meilleurs. Et quand on fait un truc, on fait le plus grand, on fait le plus, etc. Alors, on adhère ou on n'adhère pas sur la philosophie. Moi, ça me va bien, il y a des gens qui aiment pas, mais c'est pas mon débat. Là, je parle vraiment économiquement, en tout cas, ce qui s'est Mhm. passé. Et donc, maintenant, aujourd'hui, peu de gens le savent, mais le pétrole, ça représente 18%, et ça a dû encore baisser, parce que je crois que c'est les chiffres d'il y a 2 ans, il me semble, du PIB. C'est-à-dire que ici, maintenant, ce qui drive le PIB, c'est le tourisme et tout ce qui est entrepreneuriat, business, etc. Donc maintenant, le pétrole, le gaz, c'est une part très faible, enfin un cinquième de l'économie du pays. Et donc ça s'est fait comme ça. Pour faire rentrer des gens, bah, il faut les attirer. Pour les attirer, il faut leur
de bonnes conditions et leur offrir de quoi se loger. Donc il y a eu énormément de construction. Avec, et c'est pour ça que les cycles de marché sont plus rapides, avec des effets pervers. Au début, c'est un désert, il n'y a personne, on commence à mettre des trucs, les gens commencent à venir, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de construction, on en fait plus, et puis il y en a trop, et du coup il y en a trop, du Et coup du les coup, prix ça baissent. baisse. Ouais. Et puis, ouais, mais les gens continuent à quand même venir parce qu'on continue à développer la ville. Du coup, ah merde, on en a plus assez, on construit, etc. Et donc, c'est pour ça que le marché ici est un petit peu plus dynamique. Le dernier cycle qu'on a connu était post-subprime. On a construit énormément dans les années 2000 jusqu'à avoir trop clairement d'offres. Donc quand les subprimes sont arrivés et l'économie mondiale s'est effondrée, ici ça s'est effondré tout pareil. Les prix Mm. immobiliers ont baissé et on a connu un bottom. Alors pareil suivant les endroits, les localisations, aux alentours de 2015, 2016 et les années juste après. Et puis c'est reparti. Et ils ont mis en place une politique beaucoup plus restrictive sur les constructions, etc. Et c'est en train de se normaliser, c'est beaucoup mieux. Ensuite, patatras, Covid. Donc Covid, un pays plein d'expats, ils font quoi les expats? Ils rentrent chez eux. Et ouais, Donc forcément. voilà, donc le marché a pris une claque peut-être supérieure à d'autres économies où pour le coup la France n'a pas pris une énorme claque pour l'immobilier parce que les fondamentaux sont pas les mêmes. Et là c'est reparti comme en 40 parce que ici ils ont très très bien géré pour le coup la crise Covid. Moi j'étais là, j'ai connu les confinements, etc. Et ça a été vraiment bien géré. Donc c'est reparti comme le monde entier hein, avec beaucoup de demandes, etc. Mais c'est reparti vraiment très fort. Donc ça, plus la politique maintenant beaucoup plus restrictive par rapport aux constructions, parce qu'ils l'ont déjà vécu plusieurs fois et ils font plus les mêmes conneries, plus le fait que Dubaï commence à être vraiment sexy maintenant, tu vois, et pour les gens qui connaissent pas, même si tu connais pas Dubaï, tu as toujours vu un reportage sur M6 ou sur TF1 où tu connais des gens qui habitent à Dubaï, alors c'est très biaisé, Mm. hein, c'est pas comme ça Dubaï, hein, c'est pas que des influenceurs et des milliardaires, hein. Mais bref, Dubaï commence à être connu, et donc il y a une traction qui est importante, et en plus par-dessus, dernier élément qui vient de tomber, la guerre, malheureusement, Ukraine-Russie, ce qui fait que les Russes ont beaucoup de difficultés à vivre et à faire plein de trucs, et notamment une partie de la population un petit peu aisée, etc. Et donc il y a eu un exode massif de millionnaires, notamment et plus, de Russie, qui sont venus, et là, Dubaï en ce moment c'est la Russie, ça parle russe Ah tous ouais, les il y a, domaines. il y a beaucoup de Russes ouais, à Il y a Dubaï. énormément de Russes, parce que on connaît tous qu'il y a des sanctions sur la Russie, etc. Et certains pays ont été très durs avec la population russe. Après, on est d'accord, pas d'accord, mais bon, je pars du principe que c'est pas de la faute de la population si le président fait des conneries, mais bref, c'est pas le débat. Toujours est-il qu'il y a eu des sanctions énormes et les Russes n'ont pas 50 000 pays dans lesquels aller et qui les acceptent où ils peuvent dépenser leur argent, investir, Mm. etc. Dubaï en est un, donc on a énormément de richesses qui arrivent également de Russie en ce moment. Bref, tout ça fait que le marché tire vraiment très fort et qu'on voit par rapport si on prend le plus bas du Covid et maintenant, on voit des x3, x4 sur certains biens. Donc c'est vraiment Ah ouais. fou ce qui se passe. Ouais, c'est vraiment important. Et du coup, justement, enfin, tu es le premier à le dire, tu vois, quand ça monte fort, c'est que ça peut descendre fort. Est-ce que, tu vois, Ouais. on n'a pas un risque, justement, enfin, tu vois, De dans une surchauffe. période un peu, ouais, de surchauffe, tu vois, dans une période trop euphorique et tout, comment tu le sens, toi, comment tu le vois? Et ben en fait, des risques de bulles sur tous les actifs, ils existent. Après, il faut regarder tout simplement de façon objective, terre à terre, les indicateurs et comment on peut estimer tout ça. Euh, pour l'instant, le rattrapage de prix qu'on connaît, il est encore très loin du fameux pic dont je te parlais pré-subprime. Donc on n'est pas du tout remonté à ce niveau-là de surchauffe, etc. C'est la première chose. Donc, étant donné qu'il y a encore de l'upside, je pars du principe que les gens ayant connu des prix plus chers sont pas encore en train de se dire c'est trop cher. Et également, l'économie n'est plus du tout la même. Pareil, je m'étais amusé à chercher les chiffres parce que j'aime bien justement regarder les datas et pas juste les grands titres, etc. À l'époque dont je parle, de la dernière vraie bulle qui pour le coup était vraiment une bulle, en termes de volume de transactions, c'était ridicule. Le marché n'avait rien à voir avec aujourd'hui. On Ouais, parle aujourd'hui, de, il y a beaucoup plus de volume. ah, mais on parlait de quelques milliards par an Mm. de dollars de transactions. Aujourd'hui, on parle de centaines de milliards par mois. C'est-à-dire que le Ouais, marché, le c'est pas, marché, pas la même échelle, quoi. il n'a rien à voir. Il est beaucoup plus Ouais. liquide, etc. Et un marché Mm. qui est plus liquide, qu'est-ce qui se passe? C'est moins aussi de fluctuations Ouais, et c'est moins de moins volatilité. volatile aussi, ouais. Ouais, clairement. Donc, peut-être que demain, je ne sais pas de quoi demain sera fait, il y aura Mm. peut-être une bulle, un risque de bulle, un risque de baisse des prix. Aujourd'hui, là, au moins sur la prochaine année ou 2 ans, je vois aucun signe de surchauffe. Les prix, maintenant, continuent à monter, mais moins violemment. C'est-à-dire qu'on a fait un vrai rattrapage de Mm. prix. Et maintenant, bon, on est sur un rythme d'augmentation qui est quand même plus sain.
qui est toujours supérieur à ce qu'on connaît en Europe, bien sûr, et aux États-Unis, etc., mais qui est relativement sain. Mais après, ici, étant donné qu'il faut comprendre la dynamique du pays, c'est un pays qui est fait d'expats. Donc, tant que le pays attire des gens et tant que le pays attire une nouvelle population, il grossit, on a besoin d'immobilier. Au bout d'un moment, c'est aussi simple que ça. Là, on est un peu plus de 3 millions sur Dubaï. On est aux alentours de 9 dans tous les Émirats Arabes Unis. Ils visent de tripler la population d'ici une quinzaine d'années, 15-20 ans, tu vois. Ils sont toujours dans cette dynamique de construction d'un pays jeune. C'est sûr que si Et demain, je vois des d'entrepreneurs expats qui aussi, partent... finalement. C'est un Ouais, pays c'est ça. d'entrepreneurs, quoi. Exactement. Donc si demain, je vois des taxes qui arrivent, des expats qui partent, des gens qui se plaignent, etc., je te dirais, ouais, là, Ouais, ça peut-être qu'on pue un arrive peu, sur un quoi. top. Mais c'est ce que j'allais te dire, j'ai Aujourd'hui, ce que l'impression je que vois au quotidien, c'est des gens qui arrivent et qui sont ouais, excités, tu vois. et qui sont contents. Ce que j'allais te dire, j'ai l'impression que le vrai risque, au final, c'est de ne plus attirer d'expats. Le jour où les lois, ou Clairement. j'en sais rien, où les choses changent, ou même il y a peut-être un autre pays qui attirerait plus, tu vois, je dis une autre Ouais, hypothèse, clairement, clairement. c'est à ce moment-là que là, il faudra peut-être se poser la question, quoi. Mais tant Il que faudra c'est se poser la question, attirant, mais c'est... bah ouais, t'as des gens qui arrivent. Après, et des gens en plus vraiment plutôt aisés, ou alors qui ont la volonté de l'être et qui mettent en place les choses. Et je vois pas pourquoi demain ils vont se tirer une balle dans le pied, tu vois. Ils savent très bien que le tourisme et le business, c'est ce qui leur rend de l'argent. Pourquoi ils iraient se tirer une balle dans le pied et dire, bah non, on retourne au pétrole, c'est bête. Je vois pas Ouais, pourquoi ouais. ils feraient ça. Donc, je pense que, en tout cas pour l'instant, de ce que j'en vois et à court terme, T'es pas je vois inquiet. pas trop de risques à ce niveau-là. Ouais, je suis pas Yes. inquiet. Et au niveau du prix au mètre carré, juste pour qu'on ait une idée par rapport à, tu vois, au marché français, est-ce que tu sais le prix moyen au mètre carré à Dubaï, par exemple? Tu as une idée de la fourchette qu'il y a actuellement? Comme le marché français, ça dépend énormément des Les secteurs, quartiers, des j'imagine? Ouais. localisations, Hmm. des secteurs. On est moins cher qu'en France. Ok. On est moins cher qu'à Los Angeles, on est moins cher qu'à Miami, on est moins cher qu'à Londres, on est moins cher qu'à Oslo. En fait, quand tu regardes les capitales de tous les plus grands pays, on est Hmm. globalement moins cher. On se situe au niveau de Mumbai, je vais te dire un truc. Ok. On est au prix au mètre carré de Mumbai quand on compare. Il y a des études qui sortent, j'en publie très fréquemment sur Twitter et mes réseaux sociaux. Ici, le marché est très scruté, il y a beaucoup d'études. Euh, le prix au mètre carré est relativement bas, d'où aussi cet effet de rattrapage. Quand tu te mets à la place d'un high net worth, ultra high net worth qui veut investir, qui veut se diversifier, investir dans l'immobilier ou se mettre dans une juridiction qui a une fiscalité intéressante, parce qu'il y a aussi ça qui attire les gens à Dubaï, la fiscalité, bah, il va regarder quoi? Il va regarder ce que son argent achète. Tu vois, ici, admettons, tu arrives, tu as 5 millions à mettre dans ta maison. Et avec 5 millions à Miami, je sais pas combien tu as, peut-être 100 mètres carrés. Ici, avec 5 millions, tu as une maison de 700 mètres carrés et c'est cool, quoi. Tu as une belle vie. Donc, ouais, les prix au mètre carré sont plutôt plus bas que les capitales mondiales. Et je vais te dire, la fourchette, on va être à les endroits un peu cheap, etc. On va être à entre 2 et 3 000 dollars le mètre carré. Et Ouais. le haut du panier sur Dubaï, c'est. Si, j'enlève l'ultra luxe où les prix sont débiles et il n'y a plus de prix au mètre carré, mais on a moins de 10 000. On a moins de 10 000, on a 7-8 000 dollars du mètre carré. Donc t'es moins cher qu'à Paris. Ouais. Sur du haut de gamme. Enfin, pas l'ultra luxe, mais sur Sur, dans ma de bonne fourchette, qualité, tu quoi. avais le bas de gamme et le haut de gamme. Non, Ouais. l'ultra luxe, on l'enlève parce que l'ultra luxe, il y a plus de Ouais, prix au mètre c'est carré. Quand tu vends délirant, une ouais. maison 5 Hmm. millions, il n'y a plus de. Ok. Et du coup, tu vois, tout à l'heure, tu parlais tu vois, de se diversifier en change sur la monnaie. Et tu vois, la monnaie de Dubaï, c'est l'AED, hein, c'est ça? AED, ouais, dirham des Émirats, ouais. Ok. Et ça, est-ce que c'est indexé sur le dollar? Est-ce qu'à partir du moment où Et ouais, c'est s'expose à indexé sur le l'AED, dollar, tout à ouais, fait. c'est indexé sur le dollar, ok. Donc en fait, au final, Quand investir à tu Dubaï, t'exposes à l'AED, tu t'exposes au dollar. Ouais. ok. Donc ça, c'était ma question, c'est qu'au final, investir à Dubaï, tu n'es pas sur une monnaie non plus qui est exotique, quoi. C'est comme si indirectement, tu t'exposais au dollar avec ton immobilier, quoi. Ouais, bah en fait, étant donné que l'économie historiquement est issue du pétrole, le pétrole est échangé en dollars et toutes les matières premières, ils se sont dit ouais, sur quelle monnaie on se pègue quoi. Ils ont pris le dollar et en effet le taux de change c'est 3,67 et il a toujours été à 3,67, il est bloqué à 3,67. Donc en effet, nous d'ailleurs on compte, c'est pour ça que je te parle en dollars depuis tout à l'heure, nous on Ah, parce raisonne que en dollars. Ok. Parce que c'est assez utile de raisonner en AED, parce que 3,67 tu vois, par rapport à l'euro, etc., on est plus habitué à un truc qui ressemble au dollar dans nos cerveaux Hmm. d'Européens. Et dollar-euro, ça a toujours été globalement Ouais. la même chose, ou pas loin. Donc ouais, 3,67 et on raisonne sur toutes les grosses sommes, on va raisonner en dollars. Et donc en effet, bah, quand tu investis ici, tu as la garantie, entre guillemets,
d'être pégé au dollar. Donc, si l'euro fait des mouvements, bah, tu n'as pas la totalité de ton patrimoine en euros, tu as une partie qui est exposée plutôt sur le dollar. Donc, voilà, on connaît les corrélations qu'il peut y avoir et on l'a vu encore récemment. Ça peut aussi permettre tout simplement d'optimiser les choses, en tout cas de lisser la volatilité et l'impact du taux de change sur un patrimoine global. Ok. Et du coup, si on parle un peu plus concrètement maintenant sur comment investir à Dubaï, donc on est l'auditeur français, on va dire lambda, qui souhaite investir, quelles sont ces solutions? Je te laisse les dire, après je t'aiderai peut-être sur la question, mais tu vois, quelles sont ces solutions si il veut investir à Dubaï, soit par soi-même ou soit par d'autres plateformes qui faciliteraient les choses? Bah, tu as deux grandes solutions, hein, clairement, hein. La première, c'est en effet toi-même, ce qui n'est pas une mauvaise solution, hein. Je ne suis pas là pour prêcher ma paroisse, mais investir soi-même, c'est tout à fait faisable. On l'a toujours fait toute notre vie. Par contre, ça demande en effet d'être sur place. Je veux dire, c'est Sur un place et de connaître mirage. aussi, j'imagine, de connaître les lois, la Ouais, fiscalité, bah, le oui, de tout. financement, Enfin, tout. comme Ouais. n'importe quel Comment en France, tu investisseur en vas France. réapprendre à investir, quoi. Ouais, faut réapprendre tout. Faut réapprendre non pas la fiscalité parce qu'il n'y en a pas, mais les taxes. Parce que Hmm. souvent on dit il n'y a pas d'impôt à Dubaï. C'est vrai, il n'y a pas d'impôt, mais il y a des taxes. Donc il faut connaître les taxes qu'il y a, il faut connaître les différents frais. Le notaire, ça marche pas comme en France. La banque, ça marche pas comme en France. Hmm. Les délais sont pas les mêmes. Les lois, l'urbanisme, etc. n'a absolument rien à voir. Donc bah en fait, il faut tout réapprendre. Il faut aussi réapprendre ces secteurs, il faut réapprendre le marché pour pouvoir faire une bonne affaire, etc. Donc ça demande du temps. C'est tout à fait faisable, mais il faut être sur place. Ouais. Au moins faire beaucoup d'allers-retours sur place. Voilà, tout simplement. Vraiment, tous les gens qui veulent investir purement à distance, tout seul, je le déconseille. Par contre, investir tout seul en venant sur place, ou en habitant, ou en faisant des allers-retours, c'est possible. Mais Mais ça ça, passe j'ai par envie une de grosse dire, formation. ça, c'est pas que Dubaï, au final, c'est n'importe où tu vas à l'étranger. C'est J'ai n'importe envie de où, dire, ouais, c'est si n'importe tu où. vas à Miami, à Medellín, à Bogota, enfin, j'en sais rien, tu vois, tous les investissements à l'étranger, il faut réapprendre le marché, réapprendre le fonctionnement au final d'investissement, où que ce soit, quoi. Ah ouais, clairement, ça c'est clair et net. Après, la deuxième grande solution, bah, c'est tout simplement de passer par un prestataire. Alors il y a différentes solutions, il y a des gens qui font du clé en main pour toi, la recherche, etc., mais ils vont pas te gérer la partie achat, la partie revente, la partie rénovation. Il y a des gens qui vont tout prendre en compte, mais il faut être sûr que c'est sérieux et il faut être sûr aussi que ça va être bien fait, bien sélectionné, etc. Il y a des plateformes un petit peu genre crowdfunding où tu vas pouvoir co-investir avec des gens et acheter des parts, etc. Mais pareil, il faut regarder ce qu'ils gèrent. Est-ce qu'ils gèrent que la partie achat et puis après, voilà, est-ce qu'il y a de la rénovation, est-ce qu'il y a de la gestion, combien ça coûte en frais, etc. Nous, on le fait avec investdubai.com. Notre spécificité à nous, c'est de tout gérer. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est investisseurs. On investit nous-mêmes. Aujourd'hui, notre argent personnel à Dubaï. On investit également les fonds de la société. On investit, comme je te l'ai dit en début d'interview, avec des institutionnels. Et donc, nos clients voulaient investir avec nous. On a structuré ça pour et nos clients historiques ou un peu français et d'ailleurs pas mal d'expats aussi, parce que tu peux utiliser ça n'importe où. Et nous, notre spécificité, c'est que on fait tout comme pour nous. C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup de flips, c'est-à-dire qu'on achète des biens à rénover, parce que je te l'ai dit tout à l'heure, la ville a 50 ans, pas mal de biens ont été construits pendant le gros pic là, avant les subprimes, donc on va dire qu'il y a beaucoup d'inventaire qui a été construit entre 2000 et 2010, des biens qui vont avoir un peu plus ou un peu moins de 20 ans. Et du coup, bah, ça a vieilli, tout simplement. Donc il y a beaucoup de biens à rénover, on n'y croit pas au début, mais si, il y a beaucoup de biens à rénover sur Dubaï, et donc on fait ça. On achète des maisons, qui sont à des emplacements qui sont géniaux, mais qui ont perdu beaucoup de cachet. Je dirais Hmm. pas de valeur parce que ici, même les trucs à rénover, ça se vend à des prix complètement fous parce qu'il y a beaucoup de traction. Mais en tout cas, avec un gros upside potentiel si on les rénove, on pète tout, on retourne aux grosses œuvres vraiment, et on fait une rénovation complète qui s'apparente vraiment à de la promotion parce on garde fondation, mur porteur. Et ensuite, on fait tout ce qui est déco, etc. et revente. Voilà, tout simplement. Ok. Donc c'est Et du on marchand de partage les biens profits avec à les. Dubaï, C'est c'est ça. exactement du marchand de biens à Dubaï. Ouais, c'est du marchand de biens en crowdfunding à Dubaï. Voilà à quoi ça ressemble. Ok, donc c'est un gros concept. Au final, c'est un Ouais, concept c'est cool. qui existait pas, quoi. Enfin, moi, j'ai jamais trop vu ça, quoi. On réinvente pas la roue dans l'immobilier, hein. Tout c'est toujours un petit Ouais, peu mais fait, mais en effet, tu mixes des on a mis concepts, au des briques. final, c'est Ouais, ça, vous avez assemblé des briques, et ouais, trop bien. ouais. Et donc ça, du coup, ça, c'est accessible à tout épargnant, même français.
C'est accessible à tout épargnant, même français. Investdubai.com, c'est le site internet, Mhm. qui est par défaut en anglais. Désolé pour les Français qui vont me dire: «Ah, c'est en anglais», mais non, il y a un petit drapeau en haut, vous pouvez, Ouais, on peut vous mettre en cliquez pour le français. mettre en français, bien sûr. Et voilà, c'est ça, c'est vraiment le principe, c'est de s'associer ensemble. Donc des investisseurs se poolent ensemble dans une SPV, qui est une unité qui est créée à chaque fois pour un projet bien spécifique. Ils détiennent la maison en direct, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on gère le projet qu'on détient. Les propriétaires des parts sont bien propriétaires de parts de l'entreprise qui détient à 100% la maison. Donc ils sont vraiment propriétaires de l'actif. Si demain ça devait mal se passer, etc., qu'il y avait, je sais pas, une liquidation, on part dans la nature. Bon, on n'a pas prévu de partir de Dubaï, mais imaginons, Et pas dans la on part en nature non plus, prison, tu j'espère. vois. On part en prison, je sais pas ce qui se passe, tu vois. On meurt dans un accident d'avion. Les On va te le souhaiter investisseurs quand même. sont bien. Ah, je vais toucher du bois tout de suite. Les investisseurs sont bien propriétaires de parts, donc voilà, s'il devait se passer un truc, ils récupéreraient les parts et pourraient liquider et vendre l'investissement. Mais l'idée, c'est pas du tout ça, bien sûr. Donc l'idée, t'es propriétaire de tes parts. On fait absolument toute la partie rénovation, la partie décoration, parce qu'on vend les maisons ici stagées, décorées avec les meubles, etc., parce qu'on fait de l'ultra luxe, du luxe Mhm. et de l'ultra luxe, donc on vend des produits chers, donc il faut que ça soit bien fait. Design, etc. On fait toute la partie marketing, mise en vente, la vente, bien sûr tout le processus administratif qui est au milieu de tout ça, et ensuite, bah, tout simplement, on distribue les profits aux investisseurs. Euh, je sais, ta question qui va arriver, Je l'ai pas c'est encore quoi le posé, hein. rendement, donc je l'anticipe. Ouais, mais à chaque fois que Vas-y, je parle vas-y. du Ouais, projet, on me demande le forcément, rendement, c'est normal. c'était forcément. Euh, c'est ça. Donc, le rendement, comment ça fonctionne? Comme tout investissement, on n'est pas capable de donner un rendement avant, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer, et on n'est pas Mhm. capable de garantir un rendement. Je veux dire, la personne qui te dit investis chez moi, je te garantis 80%, ça va être magnifique, tu vas doubler ton argent En avec des général, cryptos ça pue magiques. un peu, en général. Alors, en général, ça pue un peu. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des investment cases, c'est-à-dire des cas d'investissement par rapport à notre expérience, parce que bon, 110 millions d'investissements, on commence à en avoir fait un petit peu ici. Donc on est capable de connaître le rendement. Euh, et on vise un rendement minimum. Le rendement minimum qu'on vise est de 15% net. Et souvent, on fait mieux. Mais disons que je préfère afficher un 15% net et te verser à la fin, quand tout est débouclé et tout s'est bien passé, 20 ou 22. Et là, en ce moment, c'est là où on se trouve sur les maisons actuelles en cours. On est un petit peu au-dessus de 20. Voilà. Que te dire, je te promets 22, et puis si je te verse Ouais, 19 parce que bah, on va la gueuler maison s'est après. pas vendue tout de suite. Voilà, ça le fait pas. Donc 15% visé minimum, en réalité un petit peu plus, et l'horizon de sortie est d'1 an. Pareil, sur l'horizon de sortie, il est d'1 an dans les faits, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On met 18 mois, parce que, toujours pareil, on veut être sûr, et pareil, on préfère sous-promettre et sur-délivrer. Mais là, en ce moment, on sort entre 11 mois pour les meilleurs et 12-13 mois, 14 s'il y a un peu de retard, mais on n'a jamais encore fait 18. Mais voilà, on affiche 15% de 18 mois, et dans les faits, Ouais. on est un petit peu mieux que ça. Mais Voilà à quoi ça j'imagine ressemble. que si vraiment ça se passe mal, tu peux aussi faire moins que 15, mais tu essaies quand même de délivrer un rendement, même si vous faites moins. J'imagine que Bah nous, de toute c'est façon, aussi on délivre possible. le rendement qu'on fait. Donc, Ouais, ah voilà, bah c'est ça. regarde, on parlait de marché qui se retourne. Si demain le marché se retourne, alors déjà la beauté du flip, entre guillemets, c'est que vu qu'on n'est pas exposé au marché longtemps, Hmm. hein, tu vois, le fameux 18 mois ou 12 mois, bon, on a quand même le temps de le voir venir, se retourner, puis s'il se retourne, on peut arrêter, finir les maisons en cours et dire, voilà, on arrête. Mhm. Mais c'est pas le cas. Et s'il se retourne, bah, étant donné qu'on achète bien et qu'on ajoute de la valeur, bah oui, peut-être qu'on peut faire moins que 15, mais il faut quand même que le marché se retourne de plus de 20% aujourd'hui Ouais. pour qu'on Faut- arrive à zéro. Et pour qu'on perde de l'argent, il faut qu'il se retourne de 30 ou 40% pour que ça commence à, tu vois. Donc, on a un buffer, on a une sécurité qui est assez importante, même si jamais rien n'est sûr dans la vie, et c'est toujours pareil. Mais c'est le principe de tout investissement, en fait. On mesure le risque-rendement. Euh, Moi, ce que je peux dire, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, j'adore le marché ici parce qu'il va vite, parce que c'est relativement facile de faire de l'argent et de la plus-value à partir du moment où tu as compris ton client. Nous, notre client, c'est quoi? C'est un investisseur qui achète cash parce qu'il a de l'argent. Nous, on vend, je suis désolé, c'est comme ça, hein, on vend à des riches. Voilà, notre Mais clientèle, ouais, mais ils sont c'est riches. votre niche, c'est votre cible, quoi. C'est votre stratégie, elle fait C'est notre partie de niche. ça, quoi. Donc on vend à des gens riches dans des quartiers chers, des maisons super premium, super stylées, piscine de 18 mètres, la totale, la domotique dans tous les sens, enfin voilà, un truc stylé. Hmm. Maison de rêve, tu vois, de catalogue. Donc
Ces gens-là ne font pas de prêt, tu vois. Donc les taux qui montent, etc., c'est même pas un sujet Ouais. pour eux. Nous, on vend cash nos maisons. Donc, pareil, faut qu'il y ait un marché, un retournement de marché qui soit global. C'est-à-dire que c'est pas que les petits mecs qui font des prêts qui arrêtent d'acheter, c'est les mecs méga riches qui arrêtent de venir à Dubaï, qui arrêtent d'acheter des maisons, etc. Mhm. Donc oui, c'est toujours possible, mais en tout cas, on pense que ça nous protège encore un petit peu plus. Voilà, c'est toujours plus facile de vendre. Et puis, je vais te dire un truc pour avoir beaucoup de marchands de biens, de transactions, etc. J'ai En fait, c'est le même travail. C'est-à-dire que vendre un appartement 150 000 euros à un petit couple primo-accédant et vendre une maison à 10 millions, je te jure, c'est le même travail. Et Bah oui, limite, euh, le petit couple, parce que c'est son premier achat, etc., il va avoir peur, il va poser plus de questions, il va, en plus de risques. tu vois, peut-être, ouais, son prêt va être refusé, etc. Alors que l'investisseur à dimension, c'est pas les mêmes codes, hein. C'est le même travail en termes d'engagement, en termes de temps passé sur la vente, mais par contre, c'est pas du tout les mêmes codes, hein. Faut pas leur Ouais. parler pareil. Oui, c'est ça, tu Mais parles pas c'est pas pareil, peut-être beaucoup pas habillé plus. pareil. Non, 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 c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais en tout cas, en termes d'heures passées, Oui, c'est pareil. c'est pas beaucoup plus. Voilà. Pas beaucoup Ouais. plus. Puis même, toutes les procédures au final restent les mêmes, j'imagine. Enfin, enfin, tout ce Oui, qui bien sûr. passe entre, voilà, entre le compromis. Alors, je sais pas si là-bas c'est compromis acte de vente, mais j'imagine que voilà, toutes les procédures restent la même que tu vends à un petit couple ou à un mec méga riche qui t'achète cash, quoi. Ouais, et le mec mégarage qui achète cash, ça va plus vite parce qu'il a pas de prêt. Donc, t'as En pas toute plus. la Ouais, donc partie banque. Et ici, en c'est pas comme plus. en France, tu vois. C'est pas un compromis par défaut, il dure 3 mois, et si tout se passe bien, dans 3 mois on signe, ou sinon on met un mois de plus. Ici, si le mec il a l'argent, on signe en. Allez. Si on est bien énervé, on signe en 5 jours. Ah ouais, ok. Ah, ça va vraiment plus vite. Ouais. Ouais, ça avance. Et si on se laisse un peu le temps, etc., parce qu'il y a des virements internationaux, en général, on signe en 2 semaines en moyenne. Ok, nickel. Voilà. Ok, bah écoute, merci Yann. Est-ce que, attends, juste avant de terminer, il y a pas une autre façon aussi, parce que tu as parlé du flip, là, le fait de l'achat-revente, mais il y a aussi, est-ce qu'il est aussi possible d'avoir alors je crois que tu appelles ça le hold, Oui, du hold. qui est au Ouais. final un peu de revenu passif, alors qui est, voilà, ce qui est avec un autre risque, un autre rendement aussi. Mais est-ce que tu peux en parler rapidement aussi, en quoi ça consiste? Enfin, si les gens sont pas forcément chauds, tu vois, de partir sur cette stratégie, c'est quoi l'autre solution? Ouais. En fait, on fait les deux. C'est vrai que sur la plateforme, si les gens se connectent, ils verront qu'il y a le flip, donc c'est tout ce qu'on vient d'expliquer, et il y a le hold. C'est-à-dire qu'on a fait un petit peu le même système que tu pourrais faire en France. Soit tu fais du marchand de biens, soit tu fais du locatif. Bah là, c'est la même chose. Soit tu Hmm. fais du flip, soit tu fais du hold. Et le hold, c'est tout simplement de l'investissement locatif. Donc, c'est des appartements qui sont loués, la plupart du temps en courte durée pour booster un petit peu la rentabilité. Et pareil, même chose, tu achètes des parts et tu touches un revenu passif, tout simplement, qui va t'être payé la part de ton prorata de part sur les loyers. Euh, En ce moment, on en parle moins pour deux raisons. Parce que, un, c'est beaucoup moins sexy pour les gens. On nous pose toujours la question pour le flip, parce que les gens adorent le marchand de biens, le flip, etc. Hmm. Et voilà. Le flip, c'est des rendements supérieurs, parce que toute la stratégie que j'ai expliquée avec le luxe, etc. Et en ce moment, les prix sont très haussiers, donc pareil, ça augmente encore les rendements sur le flip. Donc c'est vrai qu'en ce moment, le sujet à la mode, c'est le flip. Mais il y a aussi du hold pour les gens qui veulent peut-être plus constituer un patrimoine un petit peu plus long terme, ou qui font d'abord des flips et veulent réinvestir leur Hmm. plus-value. Tu vois, on peut mettre en place des stratégies comme ça, ou faire un 50-50. C'est également possible. Yes. Ok, ben ouais, nickel. Merci beaucoup Yann d'avoir tout expliqué. Peut-être bon, je mettrai, je pense, le lien dessous la vidéo. Je verrai si on en parlera après s'il y a peut-être tu peux offrir quelque chose pour les auditeurs. Je sais pas s'il y a des codes promo qui sont mis en place sur Invest Dubai. Ah, malheureusement, c'est pas, on vend pas du dropshipping avec des en mode influence. Ça marche. Donc, Je demande toujours parce que des il n'y fois a il y a pas. des invités qui proposent, tu vois. Donc je me suis dit on sait jamais. Ouais, non, je suis désolé. Pas de souci. On a même, c'est même pas que je veux pas le faire, c'est qu'on a même pas de système de code promo ou quoi que ce Ouais, soit. vous avez pas. Ouais, non, on est sur Bon, de c'était au cas où. l'investissement. Bah, tant pis pour vous les auditeurs. Voilà, il faudra Désolé, checker. les gens qui nous écoutent, je suis vraiment désolé. Pas Bah, de souci. le rendement compense le non-code promo. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, de toute façon, voilà, moi, j'avais rien à gagner non plus. Donc, c'est. Bon, top. Merci beaucoup, Yann. Est-ce que, bon, je pense que, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux dire où c'est qu'on te retrouve, bon, mis à part sur Invest Dubai, ceux qui veulent te suivre un petit peu sur Ouais, bah, ce que tu racontes, qui est très intéressant. yandarwin.com, sur Internet. Bah, on va dire que principalement, peut-être le plus de facilité, c'est la chaîne YouTube, Yann Darwin. Hmm. Voilà. Si on Ouais, bah, tape c'est, de Yann toute façon, Darwin sur Internet, il y ouais, a un on site tombera qui généralement renvoie un sur, petit peu. on Ouais. tombera sur ta chaîne YouTube généralement, quoi.
Ouais. Et chaîne YouTube, voilà, tout ce qui est contenu investissement au sens large, et on parle beaucoup d'immobilier bien sûr, mais aussi private equity, bourse, trading, voilà. Tout ce qui est investissement, c'est vraiment ma passion, mon dada, finance et investissement. On Mais pas essaie de faire chiant. ça mais pas chiante, c'est ça, de façon pas chiante, donc un petit peu ludique. On n'est pas obligé Ouais. de parler forcément de finance en costard-cravate, sinon on s'emmerde un petit peu. Voilà. C'est ce que j'essaye de faire à mon humble échelle aussi, Yann. Je contribue Ben, à ce que merci tu à me. toi, c'est important, hein. C'est Ouais, c'est important. ça. On est là d'être. Enfin, j'essaye de faire partie de cette armée de gens qui vulgarisent et qui essaient de montrer que c'est pas chiant et que ça peut être simple, accessible à tous. Et toi, tu le fais très bien et je te Ouais, remercie. et Et tu d'ailleurs, sais, on a été élevé en plus comme ça. C'est-à-dire que moi, je me suis toute ma jeunesse. Moi, tu sais, mon idole, c'était un petit peu Bernard Tapie. Tu vois, je voulais être homme d'affaires, etc. Et je sais pas pourquoi j'avais ce délire-là. Et j'ai toujours cherché à m'instruire, etc. Et tous les contenus que je retrouvais, c'était des mecs chiants. Tu vois, à la télé, les Hmm. économistes, costard cravate, etc. Et moi, ça m'a beaucoup porté préjudice parce que du coup, j'avais pas envie de m'y intéresser, mais j'avais envie de m'y intéresser. Donc, je me suis dit, tiens, si moi j'en parle, il faut que ça soit un petit peu Et un plus ludique t-shirt. et pas chiant. Voilà, c'est ça, un t-shirt. Là, j'ai une formation sur les ETF que j'ai appelée la bourse en cravate, tu vois, pour te montrer que je suis dans ce délire-là aussi. Bien, ça me plaît, ça me plaît. Ouais, ouais, c'est ça qui est bon. Bon, bah merci encore Yann d'avoir pris le temps de passer, de nous partager tout ça. Et puis bah voilà, je mettrai les liens dessous pour les auditeurs qui souhaitent te suivre et te retrouver. Ah oui, dernière petite Ça question, roule. désolé. Et après je te laisse, c'est la question un peu traditionnelle de fin de podcast. Est-ce que tu peux recommander un Ouais. bouquin qui t'a changé la vie, un déclic, un truc voilà, que tu aimerais recommander aux gens? Finance, investissement, développement personnel, ce que tu veux, mais pas de la fiction. Ok. Ouais, j'en ai pas mal. Est-ce qu'on peut pas rester dans le thème hmm. Ah, tiens, si on veut parler, bah, même pas forcément d'immobilier, mais il y a un bouquin que j'ai lu récemment qui s'appelle Billionaire Secrets. Donc en français, ça doit être Le secret des milliardaires, j'imagine le titre. Oui, oui, c'est ça. Euh, c'est c'est un mec qui est journaliste qui s'est amusé à interviewer des milliardaires, pas des millionnaires, des milliardaires. C'est quand même relativement difficile parce qu'il y en a assez peu finalement et relativement difficile à aborder en plus. Parce qu'ils ont peu Il de en a temps. trouvé il y en a 7 ou 9, je crois, dans le livre. 7 ou 9 interviews de milliardaires qui viennent tous d'un milieu différent et ils expliquent bah, comment ils sont arrivés là où ils sont. Ils se sont tous fait eux-mêmes, c'est pas des gens qui ont hérité, etc. C'est vraiment des self-made. Et il y a un peu de tout. Il y a deux trois mecs qui font de l'immobilier, mais il y a aussi des industriels, il y a aussi des mecs dans la tech, dans la pharma, etc. Et c'est super intéressant à lire parce que chaque milliardaire donne bah, déjà un petit peu son histoire et aussi bah, ce genre de questions. Est-ce qu'il y a des bouquins qui t'ont inspiré? Comment tu t'es formé? Comment tu manages tes équipes, etc., etc. C'est un petit peu standardisé le format d'interview, c'est très cool. Ok, The Billionaire Secrets. Super. C'est Millionaire bon. Secrets. Je te laisse maintenant, Yann. Merci beaucoup, encore une fois. Et puis, bah, écoute, je te dis à bientôt. Yes, merci à toi. Salut.